Introduire des nouveaux gènes dans une espèce, c'est pas anodin. Une personne ne peut pas choisir, elle, d'avoir une modification génétique et basta. Parce qu'elle va transmettre cette modification à ses enfants et eux-mêmes vont la transmettre à leurs enfants. C'est un peu comme un tatouage mais en pire. Bon, j'ai rien contre les tatouages, hein. Mais il y a beaucoup de monde qui regrette après 10, 15 ou 20 ans et qui veulent se faire enlever. Alors imaginez qu'on parle là de plusieurs générations. Est-ce que vos petits-enfants risquent pas de regretter le choix de leur papy ou de leur mamie? Bon, il y a certains gènes qui disparaissent d'eux-mêmes, mais d'autres s'installent pour de bon. Alors on fait quoi? Salut, je m'appelle Greg et je suis généticien. Bienvenue dans le Marvel Scientist Universe, le projet de recherche pour développer nos super-pouvoirs. Et aujourd'hui, on va parler de sélection naturelle chez les mutants Marvel. Vous vous êtes jamais demandé comment les mutants de Marvel sont apparus? On se doute bien qu'au lit, ça doit y aller entre eux. En plus, ils sont beaux, avec des super-pouvoirs, ça doit ouvrir pas mal de possibilités. Puis ils sont marginalisés par la société, donc ils se retrouvent fatalement un peu entre eux. Bref, on se doute bien qu'ils font du sexe et des enfants. Et qu'ils vont transmettre leur pouvoir. Donc inversement, il faut bien qu'on leur ait transmis leur pouvoir à eux. Il faut bien qu'il y ait eu un premier mutant. Celui dont tous les mutants descendent. Non? Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'univers Marvel, mais tout ce qui s'est passé entre l'apparition des premiers mutants et les X-Men, c'est un truc de ouf, hein. L'histoire et les théories sont nombreuses et complexes. Donc nous, on va simplement s'intéresser aux déviants et aux éternels. Mais avant, il faut que je vous parle un petit peu de sélection naturelle. Dans la nature, des mutations apparaissent spontanément pour plein de raisons qu'on ne va pas détailler ici. Les mutations, ce sont des changements dans notre génome. La plupart n'ont aucun effet visible, soit parce qu'elles sont passées dans une région du génome qui n'a pas vraiment d'utilité. Là, je fais comme ça avec mes doigts pour bien montrer que je mets des guillemets. Soit parce que ça ne change pas la fonction de la protéine. On a vu qu'on pouvait faire la même protéine avec des séquences de nucléotides différents. Et là, si tu es largué, c'est parce que tu n'as pas vu cet épisode, mais il n'y a pas besoin pour la suite. T'inquiète. Mais je te remettrai quand même un lien en fin de vidéo. Bref, certaines mutations passent donc inaperçues, mais d'autres vont être létales. C'est-à-dire qu'elles vont causer une mort prématurée chez la personne. Cancer, par exemple, mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça en fait. Bon, je m'explique. Ce qui compte en fait, c'est comment tu vas t'adapter à ton environnement avec ta mutation. Est-ce qu'elle augmente tes chances de survie ou est-ce qu'elle les diminue? Un exemple célèbre, ce sont les pinsons de Darwin. Les pinsons, ce sont des oiseaux qui vivent dans l'archipel des Galapagos. Et selon les mutations qui sont produites au cours de leur évolution, ils vont avoir des formes de bec différentes. On a découvert ça grâce à Charles Darwin, donc le papa de la théorie de l'évolution. Lui, à la base, il est un peu dans la botanique, la classification des espèces et leurs origines, tu vois. Il observe des caractéristiques morphologiques et il se demande pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien amener des espèces à avoir cette gueule-là? Et dans les Galapagos, chaque île abrite une espèce de pinson différent, notamment au niveau de la forme de leur bec. En fait, le climat, la géologie et la végétation de chaque île sont assez différentes. Ce qui fait que celui-là, avec son bec fin, il arrive mieux à s'adapter sur les îles avec des cactus dont il mange la chair. Mais il galère sur les îles avec de la nourriture sous forme de graines dures, par exemple. Alors que celui-là, avec son gros bec, c'est l'inverse. Donc, suivant la bouffe qui se trouve sur l'île, c'est plutôt l'un ou l'autre qui va être favorisé. Bon, je pense que tu vois l'idée. Donc, on parle d'évolution pour dire que des mutations apparaissent progressivement et font changer des individus de l'espèce. Par contre, le fait que certaines mutations dans certains environnements augmentent ou diminuent tes chances de survie, ça, c'est la sélection naturelle. Voilà. Évolution et sélection. Fin de la parenthèse, retournons à nos moutons, à nos mutants. Dans l'univers Marvel, la mutation originelle, ou plutôt les mutations originelles, ont été provoquées intentionnellement par des extraterrestres, les Célestes. Ils ont créé deux nouvelles races, les Éternels et les Déviants, issues toutes deux d'Homo erectus. On ne va pas s'attarder sur la définition d'Homo erectus, qui fait débat, hein. On va juste dire que c'était bien avant l'apparition de notre espèce à nous, l'Homo sapiens sapiens. Et Homo erectus, il devait encore ressembler à quelque chose comme ça. Après avoir été mutés, les déviants ressemblaient plutôt à ça. Et les éternels plutôt à ça. Attends quoi? On est passé de l'homme singe à Angelina Jolie en un seul coup. La technologie de ouf quoi. Bref, je m'égare.
Les déviants et les éternels n'ont pas été créés de la même manière, avec les mêmes mutations. Les déviants continuaient de muter bien plus rapidement que les éternels, ce qui avait pour conséquence sûrement beaucoup plus de cancers déjà. On n'en parle pas assez de la chimiothérapie chez les mutants, mais ça avait surtout pour conséquence de favoriser l'apparition de nombreuses capacités. Donc ça c'est l'évolution, qui leur donnait un avantage sélectif important. Et ça c'est la sélection naturelle. Bon, je vais pas vous spoiler l'histoire, mais ça va pas bien se passer entre les deux groupes. Ah, les pinsons bouffeurs de graines, ils sont vénères là. Je ne mange pas de graines! Bon, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est un peu à la place des célestes là. Les gars, ils ont fait plein d'expérimentations sur les humains pour trouver comment les muter bien, correctement. Ils ont créé des monstres, des races différentes, des civilisations même tout entières. Et pourtant, ça s'est passé il y a des millions d'années. Et ça déclenche une guerre aujourd'hui. Donc, la manipulation génétique, ça a des impacts immédiats, bien sûr, sur notre adaptation au monde qui nous entoure, mais ça a aussi des impacts à long terme sur l'adaptation des générations à venir. Du coup, il y a des implications très pratiques à ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on fait d'une modification génétique qui va se transmettre aux générations futures? Bon, en vrai, pour que la mutation soit transmissible à la descendance, il faut qu'elle soit présente dans les cellules reproductrices, donc spermatozoïdes ou ovules. Si on modifie le génome d'un adulte par thérapie génique par exemple, ça ne devra pas être quelque chose qui se transmet. Alors que si on modifie le génome d'embryon, comme ça a déjà été fait avec CRISPR-Cas9, voire la vidéo précédente, alors là oui, toutes les cellules du corps portent la mutation, dont les cellules reproductrices. Et là, c'est parti pour se transmettre de génération en génération. Voilà, je voulais juste enfoncer le clou avec le questionnement éthique de ce genre de recherche, qui n'est pas uniquement philosophique avec une morale un peu rigide du genre tu n'utiliseras point les technologies du génie génétique sur l'homme. Non, de manière très pratique, les conséquences de ces expériences peuvent être générationnelles. Ceci étant posé, est-ce qu'il existe un ou des super-pouvoirs moralement justifiables et qui pourraient traverser les générations pour le bien de l'humanité? Et c'est justement ce qu'on verra la prochaine fois.